Allez, bonjour à toutes et à tous, continuons dans cette série. Aujourd'hui, on parle du pullback, un trade hyper important puisque c'est un des contextes majeurs que vous devez apprendre à maîtriser. Comme on va le voir et on va le structurer dans les émissions suivantes, je vous donnerai plein de cas pratiques d'autres trades qui peuvent se mettre en place au sein des tendances, mais évidemment, donc ces trades dont on va parler après se positionnent à différents états de maturité, donc de la tendance et donc de ce qu'on parlait avant, la phase de suivi de tendance, celle qui se met en place post-breakout, et ce jusqu'à l'apparition du pullback. Donc notre pullback, ce trade, lorsqu'il va se déclencher, marque la fin officielle de la phase de suivi de tendance dans laquelle, bien évidemment, il ne faut absolument plus continuer à utiliser certaines des règles qu'on verra dans les émissions suivantes. Donc l'intérêt du pullback, hormis donc sa zone spéculative et la potentialité donc de trouver un trade sur cette zone-là, va être surtout de bien repérer le pullback, même s'il n'a pas été tradé, pour repérer les différents états de maturité de votre tendance. Si vous avez lu le PDF avant, comme chose que vous avez dû faire, vous devriez vous rappeler que donc contextualiser son marché est une étape absolument importante. Donc au-delà de l'aspect trading efficient qu'on va voir aujourd'hui, comment trader efficacement avec une bonne gestion du risque ces structures de pullback, apprendre éventuellement surtout à les repérer plus que nécessairement à chercher à gagner de l'argent. Ce sont vraiment des structures de contexte hyper importantes dans la structuration de votre trading. Je vous rappelle encore une fois, pour passer d'un trading débutant un peu à l'arrache, plus lié à la chance et qu'à un réel travail, il va falloir donc apprendre à structurer vos prises de décision et donc apprendre à identifier les contextes, ça reste la base. Donc très important, le pullback comme stratégie en une tendance, donc post-breakout, évidemment. J'ai bien mis ces émissions donc dans un ordre défini. On va utiliser aujourd'hui évidemment le même support PowerPoint, toujours pour garder évidemment cet aspect un peu visuel et pédagogique. Donc c'est parti, PowerPoint. Ok, laissez-moi l'attraper de mon côté, et voilà. Donc, on repart comme toujours à partir de notre schéma global pour donc structurer toujours bien. Ce qui est important, c'est qu'à la fin de ces différentes émissions, vous soyez capable de structurer à la fois dans votre tête et dans votre pratique sur différents graphiques l'intégralité de ces contextes, en tout cas au moins par rapport au niveau d'expérience que vous souhaitez obtenir. Évidemment, à un niveau intermédiaire, vous cherchez à profiter des tendances, donc vous devez être capable de positionner l'ensemble des trades jaunes ici. Et évidemment, comme la progression doit se faire dans un certain ordre, j'espère que vous savez déjà à ce stade-là positionner et trader vos troisième bornes de range. C'est-à-dire que tout ce qui est contexte rouge ici ne vous intéresse pas en soi. Vous devez savoir plus ou moins les reconnaître, mais pas nécessairement comment les trader activement. Autrement dit, vous savez les éléments essentiels qui permettent de repérer ces zones de divergence et dont on va avoir besoin ici, puisque donc, si vous comprenez bien, de la phase d'accumulation et de breakout qu'on a vu précédemment, vient donc la phase de tendance, donc la phase où on applique les stratégies en suivi de tendance qu'on va voir après. Normalement, suit une phase de divergence, donc comme on dit, je ne vais pas vous apprendre à trader la divergence aujourd'hui, mais je vais vous apprendre comment la reconnaître, puisque la divergence sera donc ici une étape conditionnelle, elle ne sera absolument pas obligatoire, mais évidemment l'apparition d'une divergence ou des conditions favorables que vous verrez représenter comme étant une divergence, non pas pour trader ni faire quoi que ce soit, mais simplement repérer ça comme une étape intermédiaire favorisant l'apparition de l'étape suivante, le pullback. Rappelez-vous encore une fois que cette structure globale de marché que vous avez devant vos yeux est une structure théorique, elle n'est pas suivie 100% des cas. Les marchés ne sont pas que techniques, ils suivent évidemment bien d'autres facteurs, mais la technicité étant quand même un facteur prépondérant. Donc le pullback fait suite à la divergence et précède l'excès final. Autrement dit, aujourd'hui, même si on parle de pullback, on va devoir aborder la notion de divergence et la notion d'excès final. Et très clairement, je vais vous apprendre globalement à repérer les contextes favorables de ces trades sans vous donner les règles de gestion du risque pour les trader. Parce qu'évidemment, le but n'étant pas d'en profiter, mais simplement de les identifier. Et donc, on le répète, divergence étant une condition optionnelle et non pas requise, et l'excès final, lui, c'est la zone où on va essayer de prendre nos bénéfices sur ce trade de pullback, à condition d'avoir évidemment la gestion du risque pour prendre ce trade. C'est important, on ne va pas forcément trader tous les pullbacks. Pourtant, il faudra repérer la zone spéculative, qu'on la trade ou qu'on ne la trade pas, tout comme la troisième borne de range en soi, ce n'est pas la question la plus importante. Quand on aura les conditions réunies, on tradera, quand on ne les aura pas, on marquera simplement cette zone comme un pullback potentiel, et en tout cas, on ne tradera pas si les conditions ne sont pas requises. Donc, d'un point de vue schématique, bien comprendre donc qu'il s'agit évidemment ici encore une fois d'une pattern de tendance, donc il y a nécessité d'utiliser 3 timeframes. Les deux sur lesquels on regarde, c'est-à-dire qu'il faut faire une interaction canal de tendance, canal de contexte sur le graphique que vous allez regarder. Il faut étudier la structure à la fois du contexte et du canal de tendance.
Et évidemment, il faudra aller regarder sur l'UT supérieur pour bien faire attention, évidemment, de voir qu'il reste du potentiel haussier. Hein, donc, tout comme on l'a vu, sur le breakout, il est important de quand même aller regarder sur le time frame supérieur s'il reste du potentiel. Mais ce n'est pas vraiment ici l'utilisation multi-time frame qu'on va faire. Nous, ce qu'on va utiliser pour l'utilisation et le trading du pullback, on va considérer qu'il y a donc bien tendance et que vous avez déjà vérifié ce potentiel. C'est toujours bien d'aller le revérifier, qu'il reste encore un petit peu de jus pour aller un peu plus haut, puisque ce sera quand même l'objectif du pullback. Mais nous, ici, ce qu'on va faire, c'est au lieu d'aller un time frame au-dessus pour vérifier le potentiel, on va aller un time frame en dessous pour vérifier qu'il y a une qualité de signal. Parce qu'en soi, si vous avez compris, la stratégie, c'est un millefeuille de time frame, et évidemment, aller sur le time frame inférieur constitue donc une prise de risque supplémentaire. Puisqu'en soi, ici, si vous regardez bien, le schéma de ce pullback n'est ni plus ni moins que le schéma que vous avez ici, mais de façon zoomée. C'est-à-dire, vous avez ici un marché qui ralentit, qui crée une forme de divergence, à laquelle suit un range mature, donc une quatrième borne de range ou plus, hein, ça peut être 6, 8, etc., mais il faut qu'il y en ait au moins 4, qui se met en place. Donc ici, en fait, vous vous dites, ah putain, mais ça, c'est la même chose que ça, mais sur l'UT inférieur, c'est génial. Donc en fait, j'ai qu'à trader ça et je vais trouver ça. Et non, voilà, donc ça, c'est un trade expérimenté et non pas un trade de suivi de tendance, ce qui fait que nous, on va devoir le trader et apprendre à le trader uniquement sur ce time frame. C'est-à-dire que oui, ça représente une quatrième borne de range sur l'UT inférieur, très bien de l'avoir compris, mais vous ne devez surtout pas chercher à trader ça sur l'UT inférieur. On va aller sur l'UT inférieur pour regarder la nature du signal déjà existant au moment où on va donc déclencher notre trade en pullback. Mais nous, tout se passera sur cette UT-là, c'est-à-dire que nous, ce qui va nous intéresser, c'est de trouver un signal en réaction sur le canal de tendance. Parfois, ça va se positionner au niveau du contexte, parfois même pas du tout. Le pullback doit par contre se positionner au moins en phase baissière du canal, c'est-à-dire vous devez être dans la partie inférieure du contexte, d'accord, dans les 50% inférieurs du contexte. Si le pullback ne retrace pas au moins 50% du contexte, c'est pas un pullback, en tout cas c'est pas suffisant. On verra qu'il y a d'autres facteurs, puisque donc si vous regardez ici ce graphique, je vous ai toujours schématisé le minimum de ce que vous avez à savoir ici. Le trade en pullback se trouvera toujours sur ça. Ça veut dire qu'il y aura un cluster Fibonacci nécessaire pour trader ceci. Le cluster Fibonacci du trade en pullback, c'est 23 et 38%. Dans des cas très exceptionnels, 50%, mais c'est relativement rare, donc restez sur 23-38. Autrement dit, vous devez être à proximité d'un niveau Fibo pour pouvoir prendre ce trade en pullback. On ne trade pas ça au milieu de nulle part. Vraiment sur un pullback 23%, voire 38%, et donc on essaie de rester proche de ces niveaux de Fibo pour son positionnement et la recherche de son signal. Ensuite, donc, en termes de signal ici, même chose, on voit la petite flèche qui nous traduit le fait qu'il va nous falloir un signal de type tendance. C'est-à-dire qu'ici, il faut éviter les signaux de type gris qui ne sont pas géniaux. Voilà, ici, il vaut mieux essayer de favoriser des signaux haussiers, plutôt bleus, pour avoir la faveur de ce trade en pullback, en tout cas pour le trader correctement. On continue. Donc derrière, comme on l'a dit, l'excès final, c'est là où on va récupérer nos bénéfices et la phase de divergence dont on va parler très succinctement ici. Ok ? La phase de divergence, on va la traduire très simplement comme déjà d'une part, il faudra déjà réaliser le breakout, le valider et le confirmer. La phase de divergence se met généralement en place post-confirmation. C'est le moment où tout simplement le marché va se remettre à osciller au sein du canal de tendance, c'est-à-dire commencer à retoucher le bas du canal de tendance plusieurs fois, tout en restant ascendant, mais normalement on voit un ralentissement, c'est-à-dire que le canal de tendance commence à réduire sa pente. Et dans ce sens-là, en général, on commence à apprécier la phase de divergence. On ne la trade pas, je vous rappelle, c'est un trade contre-tendance, ne cherchez pas à trader sur la divergence. Nous, ce qu'on va faire, c'est donc poursuivre au sein du pullback et laisser les marchés s'apprécier. C'est absolument important de comprendre ça. Quand on est en suivi de tendance, donc toute cette phase-là et tous les trades que je vous apprendrai à prendre un petit peu plus tard dans cette série de vidéos, s'arrête à partir du moment où vous percevez le sentiment de divergence ou carrément vous arrivez au pullback, vous savez qu'à ce stade-là, plus de suivi de tendance. Mais on reste et on conserve ces trades en suivi de tendance tant qu'on n'a pas le pullback et donc l'arrêt sur l'excès final. Hyper important. L'excès final, lui, constitue le débordement du sommet précédent et généralement le débordement des contextes. On va donc ici, à ce stade-là, rechercher un nouveau sommet et un débordement des contextes pour récupérer nos profits. Tout simplement. Les différents schémas ici qui peuvent nous aider, c'est que si on commence à avoir des cassures de cycle, donc avec des targets de break en dehors des contextes et des prix qui débordent, etc., on va effectivement, donc sur ces tentatives d'accélération, récupérer nos profits. Ok ?
Donc l'excès final, on ne le traite pas à la vente, vraiment, vraiment pas, mais on récupère ces bénéfices dessus, ce sera absolument nécessaire. On récupérera l'intégralité des bénéfices de la tendance sur cet excès final, bien entendu, et on va voir, il y aura un cas intermédiaire de gestion du risque selon la nature du pullback. Tout ça, on le voit un petit peu plus tard. Donc, bien comprendre ce schéma-là, ok? On ne cherche pas à traiter la divergence ni l'excès final, mais on apprend à les reconnaître. Le schéma classique de la divergence, c'est pas juste la divergence de momentum, mais simplement de bien comprendre que le marché doit retrouver une forme d'oscillation au niveau du canal de tendance, sans venir chercher le contexte, hein, bien entendu, on est toujours en tendance, mais on voit normalement la pente de ce canal de tendance se réduire. Ok? À ce stade-là, comme je vous le dis, quand se met en place la phase divergence retour vers le pullback, on est évidemment très prudent, on n'applique plus ici ces règles de suivi de tendance, celles qu'on verra dans les trades d'après. Évidemment, qui dit trade dit gestion du risque, c'est-à-dire que évidemment, si ici vous avez déjà commencé par mettre en place les règles d'apparition de la zone spéculative, on va derrière, comme on dit, vérifier les différentes étapes qui sont nécessaires à la prise de risque ici. Donc ici, dans le cluster, le premier truc qu'on regarde, est-ce qu'on est en bas du Fibo 23? Le Fibo 23 se trouve en pile poil à ce niveau-là. On est bien ici comme il faut, il n'y a pas de souci. Donc on est au niveau du Fibo 23 sur ce cluster-là, il n'y a pas de souci. Ensuite, il nous faut donc un range mature sur l'UT canal de tendance. D'accord? Donc là, tac, tac, tac. À partir de là, on a donc 4 bornes de range, il n'y a pas de souci. Ok? Donc c'est à partir de là qu'on peut commencer à travailler. Ensuite, il nous faudra bien évidemment, comme on l'a dit, un signal. Donc là, signal, il n'y a rien de toute façon, il n'y a pas de triangle. Donc le triangle se produit ici. Je ne vous ai pas mis le momentum, mais ici, niveau momentum, on est OK. Donc on y va, momentum ici favorable, donc on prend son trade ici. OK? Donc à la clôture de la bougie de confirmation, on a bien un signal sur le canal de tendance. Et donc là, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est aller sur le time frame inférieur, vérifier la nature du signal. C'est-à-dire que ici, si on a un signal sur l'UT inférieur, ce sera cool. Ça favorisera évidemment l'apparition et la probabilité de réussite de notre trade. Mais c'est encore une fois conditionnel, c'est-à-dire qu'on va aller sur le time frame inférieur pour regarder la nature du signal. C'est pas absolument ici fondamental d'avoir un signal. C'est mieux, mais ce qui nous compte et ce qui nous importe, c'est évidemment tout simplement ici d'avoir notre signal de tendance. Donc signal de tendance sur le canal de tendance, c'est comme ça qu'on prend le trade. Donc ici, c'est là qu'on démarre à la clôture de cette bougie, très belle bougie de réactivation d'ailleurs, ce qui fait que le ratio risque-rendement n'est pas génial. Mais voilà, on rentre sur ce signal-là. Ok? De préférence, donc comme on l'a dit, avec un signal sur le creux, sur l'UT inférieur, c'est toujours mieux, mais c'est pas absolument obligatoire. Derrière, il faut définir un stop loss. Donc là, forcément, le principe, ça va être d'utiliser, je pense, comme on est en structure de tendance, garder cette histoire du canal de tendance. La taille du canal de tendance vous aidera à dimensionner le stop loss. Évidemment, essayez de garder quelque chose qui fait du sens. C'est-à-dire que si vous prenez ça comme taille de stop loss et que ça vous positionne juste sur un support, essayez de vous positionner légèrement en dessous. Ou si ça vous positionne sur la moyenne, essayez de vous mettre pareil, juste un peu en dessous. Donc là, en l'occurrence, la taille du mon canal de tendance me donne un stop loss de cette taille-là à peu près. Je m'exécute, point barre. Je suis bien sous les creux précédents, tout va bien. À partir du moment où on prend son trade, on doit immédiatement tracer la trendline résistante. Comme on est à 4 bornes ou plus, on a donc un premier sommet, la première borne de range, et une troisième borne de range qui sont en place et confirmées. Donc à ce stade-là, on doit pouvoir tracer la trendline entre ces deux sommets. C'est la première des choses qu'on va faire à la prise du trade, puisqu'on va se servir de ce niveau-là pour la validation. La validation dans notre range va se mettre en place selon deux facteurs, soit la rupture de la structure de range, c'est-à-dire une clôture d'UT de tendance. Hein, rappelez-vous, l'UT de tendance, c'est donc ce canal-là. Il faudra donc attendre qu'une clôture de cette unité de temps-là se mette en place hors de notre range. Dès qu'on a ça, on considère la validation. Une autre étape de validation, c'est tout simplement de retourner chercher le canal de tendance. Okay, parce qu'évidemment, la nature du range, sa structure, va changer considérablement les différentes gestions du risque. Donc, atteinte du canal de tendance résistant dans le cas d'un range acheteur, hein, enfin dans le cas d'un pullback acheteur, ou la rupture clôturée de la structure pour la validation. La confirmation, qui est donc la deuxième étape, celle à partir de laquelle votre trade est vraiment en place et normalement la probabilité à ce stade-là de vous faire péter, la probabilité d'encaisser une perte doit être quasi nulle. Donc à ce stade-là, c'est là où vous pouvez vous mettre le stop à break-even. N'oubliez pas que la validation ne doit pas mettre le stop à break-even. Tout comme les autres trades qu'on va avoir en suivi de tendance, le succès d'un bon suivi de tendance, je le rappelle, c'est de laisser les trades courir. Sécuriser trop rapidement un trade en suivi de tendance conditionnera souvent son échec. Donc, le stop à break-even trop vite parce qu'on veut protéger son mental, c'est pas bon. Encore une fois, il y a une structure à respecter. Couper trop vite
sa prise de risque, c'est souvent le meilleur moyen de s'exposer à un trade qui se fera chasser à break-even alors qu'il atteindra son objectif. Donc, que à étape de confirmation, où normalement, donc, vous devez retourner chercher le contexte opposé. Quand le marché revient dans le contexte opposé, vous pouvez considérer que votre trade est confirmé, et à ce stade-là, vous pouvez mettre à break-even, normalement, relativement sereinement. Alors ici, vous pouvez utiliser deux règles, soit tout simplement de toucher le contexte, ça suffit. Ceux qui ont des profils un petit peu plus protectionnistes, attendez dans ce cas-là des clôtures de contexte, d'accord? Donc que les boîtes ici, que le prix clôture à l'intérieur d'une boîte. Dans ce cas-là, ça se mettra en place ici. Ces 2 degrés de gestion du risque qui me semblent tout à fait acceptables. C'est à vous de voir si vous voulez garder l'un ou l'autre. Ok? Donc pour ceux qui sont très agressifs, on va dire rentrer dans le contexte, ça suffira. Clôturer dans le contexte pour vraiment être sûr d'une confirmation pour ceux qui veulent être un petit peu plus protectionnistes. L'objectif, comme on l'a vu, donc, c'est de rechercher la zone spéculative de l'excès final sans trop réellement savoir ce que c'est, mais tout ce que vous devez savoir, c'est donc si vous voyez des cassures de cycle, des nouveaux, enfin au-delà du sommet précédent, et que vous voyez des débordements de contexte ou différents types de signaux baissiers, c'est le moment de récupérer vos profits. Donc ici, dans cette structure, comme on le voit, on déborde le sommet historique. C'est la première des règles. On récupérera toujours nos profits en débordement de la résistance précédente. Pas juste de faire une clôture au-dessus, sinon ce serait double top et c'est relativement rare. Donc ici, on voit bien qu'on déborde un peu le contexte. Et ici, on retente un débordement. On a un signal vendeur. C'est clairement le moment de commencer à se barrer. Ne pas chercher à être trop exigeant sur vos objectifs ici. Donc voilà comment se mettrait en place la gestion du risque, bien définir sa zone spéculative, s'assurer qu'on est bien proche d'un cluster Fibo, qu'on a un range mature, attendre un signal de tendance sur le canal de tendance, pas forcément chercher à attraper le point bas, puisque là par exemple en l'occurrence on n'est pas du tout sur le point bas de notre range, mais on est bien ici sur une structure en triangle en 4e borne de range, et on achète donc ici. On place son stop loss, comme on l'a dit, en fonction de la taille du canal de tendance. Ça vous aide à trouver un ordre de grandeur. Ne validez pas vos trades, ne mettez pas le stop à break-even trop vite. Utilisez une étape intermédiaire dite de validation à l'atteinte du canal de tendance opposé ou à la rupture de la structure de range, qui nécessite donc que vous ayez tracé correctement vos trendlines. Et à ce stade-là, vous avez une gestion du risque qui fonctionne bien. N'oubliez pas la structure de l'objectif, qui est donc récupérer vos profits au niveau de l'excès final. Ici, évidemment, vous récupérez les profits de votre trade en pullback, ainsi que l'intégralité de vos trades précédents. C'est hyper important. Comprenez que dans cette pattern, en soi, il y a énormément de variabilité, c'est-à-dire que c'est pour ça que les règles ici sont relativement malléables, dans le sens où, comme je vous dis, ça dépend surtout de la structure. Les trades en triangle rapporteront généralement peu de gains de par leur nature volatile, puisque dans ce cas-là, généralement, vous allez avoir un canal de tendance relativement large, ce qui est donc le cas ici, d'un range très volatile, donc au canal de tendance très large, donc le stop, la taille du stop loss va être large, ce qui réduit mécaniquement la taille de la position, hein. Donc ici, le rendement sera mécaniquement un peu faible. Ok ? Différents types de range peuvent se mettre en place. En fait, il y a toutes les structures possibles et imaginables. Vous avez donc typiquement range vendeur, le triangle, le biseau, le flag, l'ABC. Il y a tout un tas de structures possibles dans ces fameux ranges, d'où la nécessité de ne pas trop vous prendre la tête sur ça. C'est pas ici que le vice se cache, mais bien surtout d'avoir des règles structurées. C'est comme ça que vous arriverez à récupérer de l'argent. Avant de terminer ici, on va donc faire un cas spécifique de gestion intermédiaire du risque de suivi de tendance dans le pullback. C'est-à-dire que si vous avez pris des trades en suivi de tendance dans toute la phase de breakout et de tendance, ces trades, on en verra nombre d'entre eux dans la suite de ces émissions. On va parler du cas spécifique d'un pullback un peu brutal, comme c'est le cas ici. Okay, donc vous aurez une gestion du risque particulière dans le cas où votre pullback va renverser le canal de contexte. D'accord ? Parfois, vous allez avoir, donc, comme on l'a vu sur le schéma théorique, rappelez-vous, un pullback qui se met en place au sein du canal de tendance, mais qui, soit des fois, n'atteindra même pas le contexte acheteur, soit va rebondir dans le contexte acheteur sans le casser. Voilà, comme on l'a dit, ce qui est important, c'est de toute façon d'être dans la partie inférieure du contexte. Il n'y a pas de pullback s'il n'y a pas au moins 23% de retracement et qu'on n'atteint pas au moins la partie inférieure du contexte. Voilà. Mais vous allez avoir dans certains cas de figure cassure du contexte, c'est-à-dire le renversement du contexte de votre tendance. C'est-à-dire ici on avait bien donc un contexte tendanciel et ici on vient renverser ce contexte. Il passe de haussier avec le 50% de contexte bleu à baissier qui devient rouge. Quand vous avez ce cas de figure, quand vous allez arriver ici, d'accord, c'est-à-dire vous avez fait votre suivi de tendance mais vous n'avez pas vu la divergence et d'un coup boum, un repli très brutal vient casser votre contexte. Ce que vous faites à ce stade-là, c'est donc une gestion du risque intermédiaire, à la condition évidemment que votre contexte ait été renversé. Vous allez récupérer tous les profits du suivi de tendance précédent
au niveau de la troisième borne de range. C'est-à-dire que vous allez sécuriser vos gains et évidemment, vous allez derrière tout faire pour retrader le pullback. Hein. Mais à ce stade-là, vous devez sécuriser vos bénéfices. Alors évidemment, tout dépendra de la nature du signal de la troisième borne, mais ici, à ce stade-là, sécurisez au moins la moitié de vos gains en tendance, puisqu'encore une fois, normalement, à ce stade-là, comme il y a eu tendance, vous allez avoir une exposition de votre capital relativement forte, parce que vous allez prendre plusieurs trades. Et ces trades étant empilés les uns au-dessus des autres, peuvent constituer un effet de levier sur votre prise de risque. Et donc, à ce stade-là, si on renverse votre contexte, égale risque, égale réduisez votre prise de risque. Ici, c'est clairement encaisser des gains. Donc, c'est quelque chose de cool, mais n'oubliez pas cette étape. Arrivez donc à cette potentielle troisième borne de range, si le contexte a été renversé, vous devez faire une gestion du risque intermédiaire pour sécuriser tous vos gains en tendance. Ça n'empêche absolument pas le trade en pullback derrière. Hein, qu'on soit bien d'accord, c'est absolument essentiel de bien comprendre ça. Ok, à ce stade-là, on se contente sereinement de trader son contexte en pullback s'il se produit, et s'il n'y a pas d'opportunité ni la gestion du risque pour le pullback, eh ben on fait rien, mais n'oubliez pas qu'à ce stade-là, il faut absolument récupérer vos bénéfices, sinon ça fait très très mal. Ok ? Hyper important. Cassure du contexte, renversement du contexte sur l'unité de la tendance, hein, d'accord, sur le contexte qui est en tendance, égale sécurisation de tous les profits en tendance qu'on verra plus tard. Donc vous récupérez tout ce qui est accumulation, breakout et tous les différents trades à l'intermédiaire des structures tendance qu'on voit juste après dans cette série-là. Ok ? Comme on l'a dit, le pullback est un trade hyper important dans la contextualisation de votre marché. Ça fait partie d'un des contextes élémentaires que vous devez absolument maîtriser. Donc, c'est hyper important de comprendre ça. Allez, sur ce, on arrive à une conclusion. Voilà, donc si je résume, le pullback, contexte absolument essentiel à maîtriser, alors à la fois dans son trading, donc ce qui est important quand même, c'est d'essayer de trader ce contexte quand les conditions seront favorables, mais surtout et surtout, arriver à repérer ce contexte, même s'il n'est pas tradé. Le pullback étant une étape de maturité essentielle de la tendance, à partir de laquelle toutes les stratégies de suivi de tendance ne peuvent plus être appliquées, et c'est hyper important que vous reteniez ça. Si vous continuez d'appliquer le suivi de tendance post-pullback, pas bon. Donc, repérez ces pullbacks pour savoir qu'à ce stade-là, il ne faut plus suivre la tendance. Normalement, le pullback ne marque pas la fin de la tendance, mais simplement sa maturité avancée. À ce stade-là, reste normalement un dernier trade, celui qu'on appelle l'excès final. Donc, vous pouvez toujours suivre cette tendance, mais normalement, à ce stade-là, le levier n'est plus adapté. C'est-à-dire que, normalement, à partir du moment où vous prenez votre trade de pullback, vous devez clairement savoir qu'à la suite de ça, votre prise de profit va se mettre en place. Évidemment, n'oubliez pas à ce stade-là de sécuriser aussi les positions que vous avez en suivi de tendance, de les avoir normalement à ce stade-là, elles sont toutes à break-even, mais assurez-vous bien de cela. Au moment où vous arrivez au pullback, si jamais il y a des cas de figure assez imparfaits, ou comme je vous le dis, ce que je vous apprends, ce sont des structures théoriques de marché, parfois vous allez avoir un pullback et puis le marché, boum, va s'effondrer pour une raison X ou Y, vous ne devez pas prendre de perte à ce stade-là. Hein. Vous allez vous faire stopper tous les trades en suivi de tendance. C'est con, ça arrive, mais évidemment, la plupart des cas, le marché va réaliser son pullback, faire une dernière phase d'ascension dans laquelle vous récupérez l'intégralité de vos bénéfices. N'oubliez pas le cas particulier, donc, s'il y a rupture du canal de contexte, n'oubliez pas de récupérer vos profits sur la troisième borne de range. C'est hyper important, c'est une étape qui sécurisera vos gains, mais qui ne vous empêche pas de trader le pullback derrière quand même. Écoutez, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc, retenez bien ces éléments essentiels ici. C'est la clé de la compréhension et d'un trading sain du pullback. Il faut s'entraîner puisque donc, comme je vous dis, cette pattern, malheureusement, a une variabilité absolument stratosphérique de structure de range. Ici, triangle, biseau d'élargissement, comme on a pu voir à Wall Street ces dernières années, sont différents types de structures de pullback. Certaines sont plus faciles que d'autres à naviguer. Certaines sont absolument chiantes, comme le biseau d'élargissement en l'occurrence. Vous ne pourrez pas réussir tous les pullbacks, mais rappelez-vous encore une fois, on ne trade que si on a la gestion du risque nécessaire pour le faire. Ne pas trader, c'est pas grave, hein. Encore une fois, un manque à gagner n'est pas une perte, mais par contre, une prise de risque stupide, surtout quand elle est répétée dans le temps, ça, c'est une perte assurée à long terme. Donc on fait attention, on ne trade pas s'il n'y a pas les conditions, mais on apprend bien à repérer la pattern de pullback, comme on a dit, 23% de retracement, des clôtures sous les 50% des contextes, traduisent normalement un état de maturité de votre contexte. Il faut un range mature du T inférieur. Voilà, quand vous avez l'ensemble de ces conditions, apprenez donc à repérer vos pullbacks. Trader, pas trader, ça dépend, donc, comme on l'a dit, de la nature du signal. Pensez que donc il est intéressant d'aller vérifier sous l'UT inférieur la nature du signal de la quatrième borne de range, mais de ne pas chercher à trader ce contexte qui est un contexte expérimenté. Apprenez évidemment, donc, comme on l'a dit, à repérer la pattern de divergence, même si là encore, je ne vous donne absolument pas les gestions du risque pour la trader activement, mais simplement à ce stade-là,
essayer d'apprendre à les repérer, ça nous aidera pour plus tard. Voilà. Et même chose donc pour l'excès final, comme on l'a dit, ça déborde les contextes, ça fait un nouveau sommet, soit on voit des cassures de cycle, soit on commence à voir un marché qui peine avec des différents signaux type exit, take profit sur le momentum. Quand on a ce genre de truc et qu'on est en train de déborder les contextes vendeurs, c'est généralement là qu'il faut commencer à récupérer vos gains. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. On se retrouve dans les différentes émissions qui vont suivre où on va voir donc toutes les petites patterns qu'on va pouvoir intercaler donc entre la phase de breakout et le pullback. Tous ces petits trades en suivi de tendance qui démultiplient considérablement les gains au sein de ces tendances. Allez, à bientôt!